Pourquoi un spaghetti ne se casse-t-il jamais en deux? En trois, en quatre, en cinq, tout ce que vous voulez, mais jamais en deux. Pourquoi? Et les pivers, pourquoi n'ont-ils pas la migraine? Est-il préférable dans une bagarre d'être assommé par une bouteille de bière pleine ou par une bouteille vide? Le besoin urgent d'uriner a-t-il une influence mystérieuse sur la qualité de nos décisions? Un canard violeur, homosexuel et nécrophile? Est-ce possible? Et enfin, un affreux fromage qui pue pourrait-il être une arme efficace contre la malaria? C'est drôle et c'est intéressant, mais est-ce de la science? « 45 prix Nobel, 8 présidents américains, tous sortis d'ici. Harvard, à 2 pas de Boston, la plus prestigieuse et la plus ancienne des universités américaines. Au cœur du campus, voici le vénérable Sanders Theatre, un temple de la connaissance et du bon goût qui accueille les conférences et les concerts. C'est pourtant ici que chaque année, depuis 1991, se déroule une étrange cérémonie. « 10 prix Ig Nobel sont décernés à 10 responsables de recherche particulièrement loufoques ou dérangeantes. Ig Nobel, c'est comme ça qu'on prononce ignoble en anglais. Pourtant, les lauréats sont de vrais scientifiques et d'authentiques prix Nobel viennent leur remettre leur prix. 2010 Nobel laureate in economics, Peter Diamond. Chaque fois que nous attribuons un prix, le lauréat du prix Ig Nobel arrive d'un côté, le lauréat du prix Nobel de l'autre. C'est comme si l'univers avait 2 extrémités opposées et comme si ces 2 extrémités se rencontraient. Quelques exemples. On peut recevoir un prix Ig Nobel pour des recherches comme comment fabriquer des diamants avec de la tequila. Comment faire 2 masques à gaz parfaitement opérationnels avec un seul soutien-gorge. Pourquoi les femmes enceintes ne basculent-elles jamais en avant? Our secret for balance is we lean back. Peut-on explorer et expliquer la dynamique du hula hoop avec la collaboration d'authentiques prix Nobel? À 2 pas du Sanders Theatre, voici un des quartiers généraux du gang Ig Nobel, comme ils se surnomment eux-mêmes. Autour du fondateur Mark Abrahams, on trouve des professeurs d'université, des journalistes, des amateurs d'opéra et des curieux de tout. Ce qui les unit, un goût immodéré pour les recherches bizarres ou saugrenues. Le prix Ig Nobel récompense des choses qui font rire et réfléchir à la fois. À quoi on repense une semaine après. C'est ainsi, de cette manière un peu sournoise, que le public finit par s'intéresser à des choses qui en temps normal ne l'intéresseraient pas. L'intention est louable. Mais voici nos questions. La science qui fait rire est-elle encore de la science? Si oui, pourquoi fait-elle rire?
Et que viennent faire les Nobel dans cette affaire? Bref, que célèbre-t-on au juste lors de ce jour des fous de la science qui se déroule chaque année à Harvard sur la scène du Sanders Theatre? Pour comprendre, il faut entrer dans le détail et constater d'abord que la science qui fait rire a le courage, elle, de s'intéresser à ça. Pourquoi? Oui, pourquoi les spaghettis secs ne se cassent-ils jamais en 2 morceaux? Cette recherche sur les spaghettis s'est menée ici, au centre de Paris, à l'Institut Jean Leron d'Alembert. Elle a valu à ses auteurs, Basile Odoli et Sébastien Neukirch, le prix Ig Nobel 2006 de physique. Dans ces laboratoires de l'Université Pierre et Marie Curie, Basile et Sébastien étudient des phénomènes comme la chute d'un fluide visqueux sur une surface en mouvement, ou sur un petit lapin, ou un petit cheval, ou bien la dynamique de cheveux qu'on agite. De tels phénomènes peuvent-ils se mettre en équation? La question se pose aussi pour les spaghettis, d'autant qu'il s'agit là d'un vieux problème de la physique. On dit qu'un chercheur aussi prestigieux que Richard Feynman, prix Nobel de physique, aurait passé une soirée entière avec des amis à tenter de résoudre l'énigme. Oui, Feynman a essayé de casser des spaghettis, il essayait de les casser en 2 et en fait il ne comprenait pas pourquoi à chaque fois, ou presque à chaque fois, le spaghetti ne se brisait pas en 2, mais on avait plusieurs parties, une fragmentation de ce spaghetti. L'étonnant est que le phénomène ne souffre aucune exception. Ouais. 4, 5. Ouais. Toujours 5. 4. 1. 6. Vous voyez? Encore? Pareil. Et encore. Jamais le spaghetti ne se casse en 2. Pourquoi? Le problème serait-il lié à la composition interne du spaghetti? Dans leur version simple, toutes les pâtes industrielles sont faites de la même façon. Un mélange pétri de semoule de blé dur et d'eau, mis en forme dans des moules puis séchés sur des cadres dans un tunnel à air chaud. En voici un, grossi 1000 fois. Allons-nous y trouver la solution? Alors sur ce cliché au microscope électronique, on voit la photo de la section d'un spaghetti et on voit que c'est un matériau granuleux, inhomogène, avec des fissures, des parties du matériau où la densité est moins importante. Alors ça explique la première cassure, qu'il va y avoir une cassure à l'endroit du plus gros défaut, mais ça n'explique pas pourquoi vous allez avoir plusieurs cassures dans cette expérience de fragmentation des spaghettis. Il faut donc chercher plus loin et casser des spaghettis pendant des heures et des semaines. L'histoire des sciences vous apprend pourtant qu'un jour, on ne sait comment, se produit pour le valeureux expérimentateur ce déclic que, faute de mieux, on appelle l'intuition. Et puis un jour, on a compris en fait que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les 2 cassures ne se passent pas au même moment. Et en fait, l'idée, l'intuition, c'était que ce qui se déclenchait à la première cassure allait se transmettre d'une certaine manière et déclencher la deuxième cassure. Pour vérifier leur hypothèse, Basile et Sébastien braquent sur leur spaghetti une caméra à grande vitesse. Un dispositif simple de catapulte est mis au point pour briser la pâte et observer le phénomène avec plus de précision. Ensuite, dans un gracieux ralenti à 1000 images par seconde, comme dans un rêve de cinéma qui se réalise, la solution apparaît. La coupable, la voici. Une onde qui se propage. Dès qu'on relâche le spaghetti, on voit une onde de courbure avancer le long du spaghetti. Cette surcourbure va être suffisante pour casser le spaghetti à plusieurs endroits. On lâche, on a une onde et une cassure secondaire. On lâche, on a une onde de surcourbure qui voyage et une cassure secondaire. Bientôt, l'onde cesse de se propager. C'est pourquoi on trouve rarement plus d'une dizaine de cassures. L'observation empirique ne suffit pas. Il fallait encore modéliser le phénomène au moyen d'équations décrivant le comportement d'un objet fin en mouvement.
Le travail est publié 6 mois après dans la Physical Review Letters, une revue de référence. L'article est remarqué par les rabatteurs du prix Ig Nobel. La suite, vous la connaissez. Aujourd'hui, Basile et Sébastien travaillent sur d'autres modélisations. Pour l'un, c'est le comportement d'une goutte d'eau tombant sur une surface élastique. Pour l'autre, celui d'un drap recouvrant une bille ou le petit lapin du début. Mais pour vous, c'est le moment de demander poliment, à quoi bon tout ça ? Cette étude de fragmentation des spaghettis était une étude de recherche fondamentale. Donc on a un résultat de recherche fondamentale et souvent, presque tout le temps, si la recherche fondamentale est utilisée pour une application médicale ou en ingénierie, il se passe des dizaines ou des vingtaines d'années entre la recherche scientifique et l'application. Si vous êtes pressé, voici quand même quelques liens avec le monde réel. Ce perchiste malheureux, par exemple. Tout le jeu du perchiste, c'est de courber le plus la perche possible pour récupérer l'énergie et sauter le plus haut possible. Les courbures sont donc très très fortes. Le perchiste arrive le plus vite possible, courbe la perche le plus fort possible et certaines fois, à cause d'un défaut sur la perche, vous avez une première cassure qui arrive et de temps en temps, une perche qui casse en plusieurs morceaux à cause du même phénomène, ce phénomène d'onde de flexion qui voyage le long de la perche et qui surcourbe la perche. Plus préoccupant, les barres de contrôle qui servent à freiner ou accélérer la réaction en chaîne dans les réacteurs atomiques peuvent-elles à leur tour se casser comme des spaghettis ? La réponse est oui. On descend ces barres de contrôle pour ralentir le réacteur. Ces barres sont soumises à des gradients de température importants, à de l'irradiation importante, et en vieillissant, vous pouvez avoir ce phénomène de cassure secondaire apparaître. Même si les équations ne sont pas toutes les mêmes, la plupart des ouvrages longs et fins sont concernés. Ponts, avions, gratte-ciel, poutrelles. Nous l'ignorons, mais nous vivons entourés de spaghettis géants. Tous ces édifices, sous l'effet d'un impact, peuvent être agités de mouvements ondulatoires qui les briseront en plusieurs morceaux, comme des spaghettis secs. La science qui fait rire vient donc de marquer un point. Nous avions commencé par nous moquer des casseurs de spaghettis. Nous voici à présent admiratifs devant leur rigueur scientifique et les prolongements possibles de leur découverte. Faisons un pas de plus dans l'étude de la physique des matériaux. Cette fois, nous vous emmenons dans un quartier louche, quelque part en Europe, aux environs de minuit. Un bar, une bagarre. Naturellement, on se cogne avec ce qu'on a sous la main, y compris des bouteilles de bière. Seule la science qui fait rire pouvait s'intéresser à cette question encore sans réponse. Est-il préférable dans une bagarre d'être assommé par une bouteille de bière pleine ou par une bouteille vide ? Pour avoir élucidé le problème, une équipe suisse a reçu en 2009 le prix Ig Nobel de la paix. Et, joignant le geste à la parole, John Wayne n'aurait même pas flanché. nous sommes à Berne, la capitale politique de la Suisse. Et voici un endroit unique au monde. Cette machine permet d'évaluer avec précision l'énergie de coups portés avec différents objets sur un corps humain. Dans ce laboratoire de médecine légale, dirigé par Beat Knubel, les chercheurs ont mis au point des dispositifs ingénieux simulant tous les types d'agressions. Leurs conclusions éclaireront le jugement des tribunaux. Cette machine, par exemple, simule une torsion du bras au cours d'une arrestation musclée. Oups! Cette simulation montre comment le sang s'écoule d'un corps humain quand la victime est frappée par différentes sortes de lames. Ce crâne est réalisé dans une matière qui imite à la perfection un crâne humain. Il est utilisé dans de nombreuses expériences, dont celle-ci.
Dans les bagarres, les gens utilisent ce qu'ils ont sous la main, par exemple des bouteilles de bière, pour assommer leur adversaire. Souvent, des tribunaux m'ont demandé d'évaluer le danger d'une bouteille de bière pour un crâne humain. Si elle peut le briser et si la bouteille pleine est plus ou moins dangereuse que la bouteille vide. Comme on ne peut attendre qu'une vraie bagarre éclate dans un bar, on a trouvé autre chose. Une tour de chute. Voici le matériel. 10 bouteilles de bière, 6 vides et 4 pleines, de la bonne bière classique suisse. Pour calculer avec précision l'énergie d'un coup porté sur un crâne avec une bouteille, on va tenter de la briser avec une boule d'acier. Sachant la masse et la hauteur du projectile, on pourra déterminer l'énergie du coup exprimée en joules. Pour simuler les tissus mous du scalp, on utilise une pâte synthétique. Et pour simuler la paroi du crâne, on utilise un carré d'os synthétique. L'expérience commence avec une bouteille de bière pleine. Rien. On recommence avec une énergie supérieure. Même chose au ralenti. La bouteille pleine se casse à 30 joules. À cette énergie, toutes les bouteilles de bière pleines ont été brisées. Nouvelle expérience, cette fois avec la bouteille vide. À 30 joules, rien. « 35 joules, toujours rien. On recommence à 40 joules. Un résultat inattendu. La bouteille vide est nettement plus solide. Pourquoi cela ? Les bouteilles pleines contiennent de la bière, qui est un fluide quasiment incompressible. Il suffit alors d'une légère pression due à l'impact sur la paroi de la bouteille pleine pour qu'elle se brise. Comme il faut moins d'énergie pour casser la bouteille pleine que pour casser la bouteille vide, on pourrait en déduire qu'elle est moins dangereuse. Mais les deux bouteilles, la pleine et la vide, peuvent causer des blessures graves. Un crâne humain se brise à une énergie comprise entre 14 et 17 joules. Donc, les deux types de bouteilles, la pleine et la vide, peuvent briser un crâne humain. Conclusion. Dans une bagarre, seules les bouteilles factices sont autorisées. Là, on peut rire franchement. En gardant à l'esprit, tout de même, que les juges, s'appuyant sur ces tests, pourront décider de faire de vous l'auteur d'un accident ou d'un crime. Et là, on ne rit plus. Si les crânes humains ne résistent pas aux bouteilles de bière, le crâne du pivert, lui, résiste à tout. La science qui fait rire ose donc la question. Pourquoi les pivers n'ont-ils pas la migraine ? Depuis qu'existe la cérémonie de la remise des prix Ig Nobel, Ivan Schwab est le seul lauréat à être venu déguisé en pivert. Nous sommes en 2006 et Ivan Schwab reçoit le prix Ig Nobel d'ornithologie pour avoir compris pourquoi les pivers n'ont jamais la migraine. Sacramento, la capitale de la Californie. Ophtalmologiste réputé à l'université de California Davis, Ivan Schwab est en temps ordinaire un spécialiste de la cornée. Mais ce curieux de tout ce qui concerne l'œil se passionne aussi pour les appareils oculaires des petites bêtes comme les crevettes, les insectes, les oiseaux ou les reptiles. Comment l'évolution les a-t-elle dotés de systèmes de vision performants ? C'est ce qu'il essaie de comprendre. Si l'on est arrivé aux pivers, c'est parce que les pivers sont épatants. Pendant la saison des amours, le champion, on l'appelle le grand pic, frappe un tronc d'arbre à la vitesse de 20 coups à la seconde et jusqu'à 12 000 fois par jour avec une force qui peut être considérable.
Pour un homme, cela équivaut à plonger la tête en avant contre un mur de briques 12 000 fois par jour à une vitesse d'environ 20 km/h. Comment, dans ces conditions, le pivert garde-t-il son cerveau intact? Et comment ses yeux ne finissent-ils pas par être expulsés de leurs orbites? Mystère. Observez et vous trouverez. Ivan Schwab a donc commencé par filmer son pivert avec une caméra à grande vitesse. Sous la vidéo, il a découvert quelques détails intéressants. Et d'abord, que le pivert est un marteau vivant. Un marteau n'est vraiment efficace que si le coup est droit et non frappé de travers. En frappant droit, le pivert échappe aux forces de cisaille qui pourraient déchirer les vaisseaux sanguins de son cerveau et de ses yeux. Donc, le coup est à la fois plus efficace et moins dangereux. Mais il y a plus. Quand le marteau s'abat, deux fines membranes recouvrent les yeux du pivert. Non seulement elles protègent l'œil des fragments de bois, mais ce sont aussi des ceintures de sécurité qui empêchent les yeux d'être expulsés des orbites. Passons à l'intérieur du crâne, longuement disséqué et reconstitué en 3 dimensions par un scanner à rayon X. On découvre alors que le cerveau du pivert est tout petit. À l'échelle humaine, on aurait ça. Un petit cerveau est moins fragile puisque l'impact du choc est davantage dispersé. En plus d'être petit, le cerveau du pivert n'est pas libre de ses mouvements. Il ne baigne pas dans du liquide cérébrospinal comme chez l'homme. Chez un homme pivert, le cerveau dans son liquide rebondirait comme ceci, avec les dégâts qu'on imagine. Au contraire, le cerveau du pivert est bien tenu, bien comprimé dans sa boîte crânienne. Les pivers ont aussi d'autres atouts, comme on peut le voir sur cette image. La mandibule inférieure est bien plus épaisse que la supérieure. C'est elle qui absorbe l'énergie du choc en le transmettant au cou et aux épaules, ce qui protège le cerveau. Autre chose, ces deux os qui entourent le crâne, ils partent de la narine droite, passent derrière la tête et se prolongent dans la langue. Ils sont entourés de muscles puissants qui se contractent au moment du coup, formant une sorte de casque autour du crâne. Et s'il fallait trouver au pivert 2 autres raisons pour échapper à la migraine, les voici. D'abord, aucun animal ne conserve un comportement qui le ferait souffrir. Ensuite, les pivers continuent à se reproduire. Car si la femelle pivert, après une longue journée de travail, disait à son mari « Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine », eh bien, il n'y aurait plus de pivers. Ces recherches pourraient donner des idées aux ingénieurs qui conçoivent des casques de protection contre les accidents crâniens, qu'ils écoutent attentivement. Ivan Schwab leur suggère un casque révolutionnaire, le casque du pivert. Chez le pivert, les chocs sont absorbés par la mandibule inférieure et dirigés vers les muscles des épaules. On pourrait imaginer un casque qui transmettrait les chocs vers les épaules. Il serait de grande dimension, mais il nous protégerait de manière aussi efficace que l'est le pivert. Faut-il préciser qu'Ivan Schwab ne travaille pas pour les fabricants de casques? Ses recherches peuvent certainement déboucher sur des applications, mais uniquement parce qu'il s'est senti libre de s'interroger sur la migraine des pivers et de faire rire en se parant de belles plumes rouges pour venir chercher son prix. Du cerveau du pivert, passons à celui de l'homme. Car la science qui fait rire a ce mot à dire sur la complexité de la psychologie humaine. Elle seule était en mesure de poser cette audacieuse question. Quels sont les effets du besoin pressant d'uriner sur la qualité de nos décisions? Merci.
Nous avons montré que le fait de se retenir d'uriner facilitait un contrôle plus général de nos comportements. Cela suggère que les signaux neurologiques impliqués dans la maîtrise des impulsions ne sont pas liés aux besoins physiologiques d'origine. C'est très important pour comprendre comment nous contrôlons nos impulsions. Je vous remercie. Bon, on peut dire les choses plus simplement. Tout le monde sait que les grands magasins ont l'habileté de proposer aux caisses des petits articles, par exemple des bonbons ou du chewing-gum que vous achetez sans réfléchir. Les professionnels du marketing appellent ce type d'achat l'achat d'impulsion. Eh bien, ce que Myriam Took et ses collègues ont découvert, c'est que si vous avez fortement envie d'uriner, vous céderez moins à vos impulsions. Comment comprendre ce mystère ? Paris, place de la Sorbonne. À 2 pas de la vénérable université, voici le centre de recherche de l'INSEAD, l'Institut européen d'administration des affaires. L'expérience de Myriam Took est reconstituée pour nous avec le concours de 6 jeunes volontaires, 3 jeunes gens, 3 jeunes filles. 13h10, tout le monde s'installe dans la salle de test. Le moniteur leur fait croire qu'ils ont à goûter plusieurs marques d'eau minérale et à donner leur avis. Personne ne pourra quitter la salle pendant le test. 13h30, tout le monde boit. Mais observez bien, le groupe de gauche doit boire le verre d'eau en entier, tandis que le groupe de droite ne doit en boire qu'une petite quantité. On recommence avec le verre B. Puis le verre C et le dernier verre. « 13h45. À présent, il faut attendre 40 minutes pour que le breuvage produise ses effets. On occupe donc les volontaires à des tâches sans importance. Leur seul but est de laisser aux vessies le temps de se remplir. Rappelons qu'à gauche, on a bu environ 1 litre d'eau, quelques gorgées seulement à droite. 14h10. 25 minutes ont passé. Le groupe de droite travaille normalement, mais à gauche, on détecte quelques signes d'inconfort. « 14h20. 35 minutes ont passé. À gauche, on devient nerveux. Certains, discrètement, changent de position. 14h30. 40 minutes ont passé. À gauche, c'est l'urgence. L'eau, qui a totalement traversé les reins, a distendu les parois des vessies. Un jeune homme qui n'y tient plus demande à sortir. Pas question. Les malheureux de gauche n'ont qu'une ressource, tenir. Résister à l'envie d'uriner, la refouler, l'inhiber. Tenir, tenir, tenir. Alors seulement commence la véritable épreuve. On demande à chacun de faire un choix. Vous pouvez recevoir 10 € demain ou 12 € dans 25 jours, 67 € demain, 85 dans 70 jours. On comprend le principe et ce serait pareil avec des millions. On prend l'argent tout de suite ou on patiente et on s'enrichit. Il s'agit de tester chez chacun la capacité de résister à sa première impulsion. Prends l'argent et tire-toi. Un dernier questionnaire propose à chaque participant d'évaluer, sur une échelle de 1 à 7, son besoin d'aller aux toilettes. Terminé. On passe aux conclusions. Nous avons compté ceux qui préfèrent gagner plus, mais plus tard, et ceux qui préfèrent gagner moins tout de suite. Constatez vous-même, les plus pressés d'uriner ont choisi la récompense supérieure, mais tardive. On peut en conclure que même dans le domaine du raisonnement économique, se retenir d'uriner facilite le contrôle des impulsions. Conclusion. Installez des toilettes à l'entrée des grands magasins si vous voulez que la clientèle cède aux achats d'impulsion.
Plus sérieusement, le contrôle de la vessie activerait une zone du cerveau qui faciliterait un meilleur contrôle de soi dans tous les domaines de la vie. Lorsque cette zone est activée, elle favorise le contrôle des impulsions dans d'autres domaines que l'envie d'uriner. Ces découvertes montrent qu'il y aurait dans notre cerveau un seul et unique système de contrôle des comportements impulsifs. Une confirmation de cette hypothèse est venue, de manière inattendue, du monde politique. Peu de temps après l'attribution du prix, nous avons appris par les journaux anglais que le Premier ministre, David Cameron, avait confié qu'il utilisait cette technique de la vessie pleine comme un outil stratégique pour mieux se contrôler quand il avait à conduire une négociation. J'ignore comment il a découvert cette technique, mais elle recoupe parfaitement mes recherches, même si elle n'est pas pour lui le résultat d'un travail scientifique. Et vous pensez que ça marche? Oui. Il y a tout de même un bémol. L'équipe co-lauréate de ce prix Ig Nobel de médecine, menée par le neurologue américain Peter Snyder, a découvert, elle, que les gens prennent des décisions de moins en moins bonnes quand ils ont trop envie d'uriner. C'est comme si on restait éveillé pendant 24 heures ou qu'on atteignait le taux d'alcoolémie maximum pour conduire. Pourquoi cette altération de la pensée? Eh bien... When you gotta go, you gotta go. Hélas, la suite fut interrompue par Miss Sweetie Poo, la petite fille préposée à l'interruption des discours un peu longs pendant la cérémonie. Peu importe, la démonstration est faite. La science qui fait rire vient peut-être d'ajouter un volet psychophysiologique à la théorie du refoulement de Sigmund Freud. Et puisque nous sommes dans Freud, restons-y. L'animal partage-t-il les perversions qu'on croyait réservées à l'homme? Rotterdam, en Hollande. Ici, même les ponts sont de véritables œuvres d'art. Un peu caché derrière le musée d'art moderne, voici le petit musée d'histoire naturelle. Il rassemble une impressionnante collection de volatiles, d'insectes et de reptiles. L'homme que vous voyez a été successivement assistant boucher, professeur à Istanbul, guide au Costa Rica et est aujourd'hui conservateur au musée. Il s'appelle Kees Moeilijke. En 1995, Kees a assisté à une scène stupéfiante qui relève autant de la curiosité zoologique que du fait divers. Voici le corps du délit, soigneusement naturalisé. Le premier canard colvert, homosexuel et nécrophile. Lorsque nous avons décerné le prix à Kees Moeilijke, nous nous sommes posé une question. En lisant son rapport, nous n'arrivions pas à décider s'il s'agissait d'un merveilleux écrivain doté d'un extraordinaire sens de l'humour ou s'il s'agissait tout simplement d'un fou. L'affaire s'est déroulée le 5 juin 1995 dans cette extension du musée. Dans certaines conditions de lumière, la façade de l'immeuble est réfléchissante comme un miroir. Il est 17h55. Kees Moeilijke travaille tranquillement dans son bureau. Et soudain... Quelque chose a fait un grand bruit en frappant contre la vitre. J'ai pensé que c'était un oiseau, mais c'était bien plus étrange. Kees sort du bureau et descend dans le jardin pour vérifier si la vitre est endommagée. En arrivant au rez-de-chaussée, il observe une scène étonnante. J'ai vu un canard mort étendu sur le ventre. Mais juste à côté, il y avait un canard vivant. Et le canard vivant s'est mis à monter le canard mort. Je me suis dit, c'est de la nécrophilie. Puis j'ai regardé attentivement et j'ai constaté que les deux canards étaient du même sexe. C'était de la nécrophilie homosexuelle. La science n'avait jamais vu ça. Alors, je me suis saisi d'un appareil photo et j'ai pris des notes.
Le viol dure longtemps, environ 75 minutes. Case note scrupuleusement les étapes de l'agression. À 17h55, le premier canard est mort en heurtant la vitre. À 18h29, le violeur a fait une pause de 3 minutes. À 18h45, il a fait une nouvelle pause de moins d'1 minute. Et à 19h12, je voulais rentrer à la maison. J'ai donc interrompu cette scène cruelle et je suis allé chercher le canard mort. Étrangement, quand Keith Mullica s'approche de la scène du crime, le violeur ne prend pas la fuite. Le canard violeur se trouvait ici. Je voulais me saisir du canard mort, mais le canard vivant n'a pas pris la fuite. Alors je l'ai chassé. Il faisait « wap wap, wap wap ». J'ai pris le canard mort, je l'ai mis dans un congélateur et je suis rentré chez moi. Question. Y aurait-il malentendu? L'agresseur aurait-il pris le canard mort pour une femelle? Non, c'est impossible, car le canard mort avait un plumage vert de mâle. En plus, je vais vous donner la preuve qu'il s'agissait d'un mâle. Les testicules du canard mort. C'est bien la preuve qu'il s'agissait d'un mâle. L'observation montre que le viol n'est pas rare chez les canards colverts. Et un dixième d'entre eux serait homosexuel. Mais un canard violeur, homosexuel et nécrophile, est-ce possible? La nécrophilie, ça c'est nouveau. Mon observation est la première faisant état d'un cas de nécrophilie homosexuelle chez le canard colvert. Question. La perversion serait-elle universellement partagée? Y aurait-il des canards nécrophiles comme il y a des hommes nécrophiles? Dans le monde animal, la nécrophilie n'est pas une perversion, c'est un quiproquo. Elle est consécutive à une mort soudaine dans une posture de copulation. Telle est la situation qui rend la nécrophilie possible. Aujourd'hui, avec tous ces édifices de verre, avec la circulation automobile et tous ces nouveaux facteurs d'accident, nous allons constater de plus en plus de cas de nécrophilie chez les oiseaux et les animaux. Les canards ignorent la perversion, nous voilà rassurés. Mais comme nous, une simple image suggestive suffit à les faire grimper au ciel. L'homme et le canard sont des impulsifs qui feraient bien parfois d'essayer la technique de la vessie pleine de David Cameron. Vous voyez, tout se tient. Puisque tout se tient, la science qui fait rire était soluble dans l'autre science, la noble, celle du prix Nobel. Apparemment oui, puisque les Nobels sont chaque année de la fête. Récemment disparu, William Lipscomb était sans doute le plus drôle et le plus fidèle d'entre eux. Il a participé à toutes les cérémonies de remise des prix Ig Nobel de 1993 à 2010. Ces images d'un Nobel chez les Ig Nobel nous ont incités à faire l'expérience inverse. Projeter le fondateur du prix Ig Nobel à Stockholm, dans la patrie des Nobel. Comme la matière rencontrant l'antimatière, les deux extrémités de l'univers vont-elles s'annihiler? Pour l'instant, tout semble tranquille. Voici pourtant que l'intrus fait éruption dans un anti-temple, le musée Alfred Nobel, tout entier consacré au fondateur du prix. Devant le masque mortuaire d'Alfred Nobel, on n'entend aucun grondement d'outre-tombe. Le greffon semble bien accepté. Plus étrange encore, Marc Abrahams pousse la provocation jusqu'à revendiquer ici un de ses petits, Marie Curie. Vous reconnaissez le tableau périodique des éléments, on le voit tel qu'il était à l'époque de Marie Curie. Il comporte encore des vides que Marie Curie a contribué à remplir. À l'époque, la plupart des gens qui la voyaient devaient se dire « Elle est dingue, elle est folle ».
Si un prix Ig Nobel avait existé, on l'aurait certainement attribué à cette femme bizarre. En réalité, elle obtint le prix Nobel, et ce qu'elle a fait a transformé le monde. Au cours du voyage, Mark prend le temps de faire mieux connaître Ig Nobel chez les Nobel. On rend ainsi hommage au maire de Vilnius, Artūras Zuokas, prix Ig Nobel de la paix 2011, pour avoir démontré que le problème des automobiles mal garées pouvait se résoudre en faisant appel à des chars de l'armée. Reprenons, nous avons vu que les prix Nobel sont compatibles avec le monde Ig Nobel. A l'inverse, l'inventeur du prix Ig Nobel semble évoluer à l'aise dans le monde des Nobel. Poussons encore plus loin. À Wageningen, au centre de la Hollande, non loin de ce superbe moulin à vent, nous avons trouvé la synthèse. Un Nobel qui est aussi un Ig Nobel. Cette fois, les deux extrémités de l'univers fusionnent enfin. Ce n'est pas le premier. Avant lui, il y eut le russe André Geim, prix Nobel de physique 2010. 10 ans auparavant, il avait reçu un prix Ig Nobel pour avoir fait léviter une grenouille dans un champ magnétique. L'image qui a fait le tour du net est devenue comme un symbole du prix Ig Nobel. Le Hollandais Bart Knolls, lui, a reçu en 2005 un prix Nobel de la paix attribué collectivement aux membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont l'objectif est de promouvoir les usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Mais l'année suivante, Bart se dévouait à une autre cause, la lutte contre les moustiques qui propagent la malaria, ce fléau qui fait des centaines de milliers de morts chaque année. Aujourd'hui, la lutte contre la malaria a pris une ampleur nouvelle grâce à une arme redoutable, le fromage Limburger, un fromage hollandais qui fait penser à un Munster bien fait, à la croûte souple et collante et au parfum puissant. Bref, un fromage qui pue. Quel rapport avec la malaria ? Eh bien, la découverte qui a valu à Bart, déjà prix Nobel, son prix Ig Nobel de biologie, pour avoir montré que la femelle du moustique responsable de la malaria est attirée aussi bien par l'odeur du fromage Limburger que par l'odeur des pieds. Beat malaria and eat Limburger. Thank you. Pour faire simple, voici l'anophèle de Gambie, un des plus redoutables vecteurs de la malaria dans le monde. Cela peut paraître étrange, mais voici l'animal le plus dangereux du monde. Il tue entre 700 000 et 1,2 million de personnes chaque année en Afrique. La plupart sont des enfants. En jouant lui-même les cobayes, Bart Knoss a cherché à savoir quelle partie du corps attirait le plus ce redoutable moustique. Des anophèles soigneusement débarrassés de leurs parasites sont introduits dans la cage. Les chercheurs attentifs scrutent le trajet de l'insecte. Les pieds! L'anophèle de Gambie adore l'odeur des pieds, surtout quand ils sentent fort comme du fromage Limburger, justement. C'est une découverte spectaculaire que nous avons faite après avoir lu un article dans lequel on suggérait que le fromage sentait comme les pieds plutôt que l'inverse. Nous avons fait l'hypothèse qu'il y avait un point commun entre le fromage et les pieds. La réponse, c'est cette bactérie qu'on utilise pour donner au fromage son odeur, son arôme spécifique. Ces bactéries ont beaucoup de points communs avec celles qu'on retrouve sur les pieds humains. Expérience. 2 carrés de papier ont été introduits dans la cage aux moustiques. L'un a été frotté contre du fromage Limburger, l'autre pas. Sans se faire prier, les anophèles se précipitent sur le papier qui sent le fromage qui pue. Que
Que va-t-on faire de cette découverte? Réfléchissez un peu. Des pièges, évidemment, des pièges à Anophel. Quand ils iront voir du côté du piège à Limburger, ils oublieront nos pieds. Ici, vous avez un piège expérimental. On l'utilise pour évaluer à quel point il attire les moustiques. Dans ce petit orifice, on dispose un morceau de fromage Limburger. L'air descend jusqu'au tube, les moustiques s'introduisent dans le tube et parviennent dans ce réservoir où nous pouvons les compter. L'année prochaine, nous réaliserons les premiers essais en Afrique. Nous verrons alors si nous pouvons réduire les cas de malaria grâce à l'odeur du fromage Limburger. Le voilà encore, l'esprit Ig Nobel. On n'hésite pas à travailler sur un fromage qui pue en pensant qu'avec cela, on pourra lutter efficacement contre la malaria. Alors, Ig Nobel, Nobel, et s'il fallait choisir? Je suis extrêmement fier d'avoir reçu une toute petite partie du vrai prix Nobel. C'est magnifique. Mais je dois être honnête avec vous, je donnerai la préférence au prix Ig Nobel. Et pourquoi? Parce que le prix Ig Nobel est attribué à des gens qui sortent des sentiers battus, qui font des choses apparemment folles, mais qui sont nouvelles et qui apportent du neuf à la science. Si vous me donnez un prix pour cela, pour récompenser ma créativité, alors je suis plus fier de ce prix-ci que de celui-là. Tout est dit. La science qui fait rire et la science sérieuse ne sont évidemment qu'une seule et même science. Mais l'une est comme la face décomplexée de l'autre. En bravant le ridicule, la science qui fait rire pose des questions fraîches, des questions neuves que la science un peu plus installée ne pose pas ou hésite à poser. Au jeu du tourbillon libre des idées, parfois on perd, parfois on gagne, et dans ce cas, la science fait un nouveau pas. Les hommes sont ainsi faits que ce qui est neuf les dérange ou les amuse, ce qui revient souvent au même. N'en doutons pas, il faut du courage pour faire rire, et les lauréats du prix Ig Nobel n'en manquent pas. C'est aussi ce courage qu'on célèbre une fois par an sur la scène du Sanders Theatre. Et c'est sans doute pour lui faire sa fête que de vénérables Nobel acceptent de jouer les Augustes. Le mystère Ig Nobel est peut-être résolu. Voici d'ailleurs, pour célébrer la fusion entre les deux extrémités de l'univers, un autre et dernier palmarès, quelques prix Ig Nobel récompensant 3000 ans de science universelle. Mark Abrahams, c'est à vous. S'il était possible d'attribuer rétroactivement des prix Ig Nobel, voici quelques bons candidats. Démocrite d'Abdère, en 350 avant notre ère, serait un bon candidat pour avoir affirmé que tout, absolument tout dans l'univers, est constitué de particules minuscules. Isaac Newton, dans les années 1680, serait un bon candidat pour avoir posé une question qui semblait stupide. Pourquoi les choses tombent-elles? Charles Darwin, au XIXe siècle, pour avoir soutenu que dans chaque famille humaine, on peut trouver des parents étranges et que certains sont des singes. Gregor Mendel, toujours au XIXe siècle, pour avoir expliqué la transmission des caractères biologiques chez les petits pois. Erwin Schrödinger, enfin, serait un bon candidat pour s'être demandé scientifiquement si un chat pouvait être simultanément mort et vivant.